Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À quoi ça sert, qui s'est d'ailleurs fait une petite beauté pendant les vacances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la couverture du podcast a changé, mais le concept, lui, reste bien le même, prendre conscience de l'importance des grands domaines de recherche et de leur application passée, présente ou future. Et pour cette rentrée, chose promise, chose due, nous allons donc parler de la supraconductivité. Ce sont des matériaux aux propriétés bien étranges, non seulement comme le nom l'indique, ils conduisent parfaitement le courant, ce sont des supraconducteurs, sans aucune perte d'énergie, mais en plus de ça, ils repoussent tous les objets pourvus d'un champ magnétique jusqu'à les faire léviter. Alors ça semble incroyable, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas tous déjà partout ? C'est parce que pour que ces propriétés apparaissent dans ces matériaux, ils doivent être refroidis à plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Alors comment s'explique ce phénomène et quelles en sont les applications possibles ? Pour répondre à ces questions, on retrouve notre ami Willy. Salut Willy. Salut Maxence, bonjour tout le monde. Alors quelques explications sur la notion de matériaux supraconducteurs. Alors déjà, faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de conductivité. Cette conductivité, on connaît tous les courants électriques qui passent dans des appareils électriques, dans des fils électriques de cuivre et tout ça. En général, certains matériaux laissent passer le courant facilement. On appelle ça des matériaux conducteurs. Après, il y en a d'autres, vous l'avez vu dans la dernière émission, qui conduisent moins bien. On les appelle des semi-conducteurs. Et puis, il y a aussi une possibilité, c'est que le matériau peut être totalement isolant. Donc, ça veut dire que ça ne conduit pas du tout. Or, depuis peu, on a découvert une particularité assez étonnante de certains matériaux, c'est la supraconductivité. Ça veut dire que ça conduit tellement bien, parfaitement conducteur. Voilà, il n'y a rien qui résiste. Voilà Maxence, disons une introduction rapide. Alors vous comprenez peut-être mieux pourquoi cet épisode vient juste après celui sur les semi-conducteurs, puisque là encore, on va parler de résistivité et de courant, et on va au passage ajouter encore une nouvelle classe de matériaux. En plus de nos isolants, des conducteurs et des semi-conducteurs, nous pouvons ajouter maintenant les supraconducteurs. Tout d'abord, comment est-ce qu'ils ont été découverts ? C'est vrai. Alors pour ça, il faut revenir en 1896 dans la ville de Leiden aux Pays-Bas, où un physicien, Heike Kamerlingh-Onnes, s'intéresse au froid et aux basses températures. Alors lui, ce qui le passionne, c'est de comprendre ce que devient la matière à très très basse température. Et pour ça, il va donc essayer d'avoir le laboratoire le plus froid du monde. Alors, comment faire ? C'est assez simple, utiliser le liquide le plus froid du monde. Mais c'est très difficile à produire, et ça l'est encore aujourd'hui, il s'agit de l'hydrogène liquide. À moins de 150 Kelvin, on est à peu près à 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Alors, il va réussir à faire toute une installation incroyable pour finalement, en 1908, bien plus tard donc, arriver à rendre son hydrogène liquide. Et donc en 1908, avec cette substance, il sait qu'il a le labo le plus froid du monde. Il va perfectionner un petit peu sa technique et va être capable d'aller jusqu'à 1 degré au-dessus du zéro absolu. Pour mieux vous rendre compte, on est à peu près 300 fois plus froid que la température ambiante dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous êtes donc plus froid que n'importe où dans l'univers à l'état naturel. Et donc il sait que pendant quelques mois, ou pendant quelques années, avant que quelqu'un ne le rattrape, c'est le seul au monde à pouvoir mesurer ce qu'il veut à ces températures. Et donc là, il va se mettre à tester de manière très rigoureuse plein de choses, plein de matériaux, et il va être très déçu, parce que tous les matériaux réagissent comme la théorie le prédit. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est tant mieux, ça veut dire que nos lois fonctionnent. Et c'est vrai. Sauf que ce qui plaît aux
physiciens expérimentaux, c'est d'essayer de montrer que ça ne marche pas justement, d'essayer de mettre en défaut un modèle, une théorie. Et donc il cherche pendant quelques années, jusqu'en 1911, où il va faire une expérience cette fois-ci pour tester la loi. Alors déjà, il faut rappeler qu'est-ce que c'est que la loi d'Ohm-Willy. Alors, avant d'expliquer qu'est-ce que c'est que la loi d'Ohm, on va quand même parler d'un truc assez étonnant. Là, tout à l'heure, Maxence, tu parlais de zéro absolu, moins 250 degrés Celsius, etc. Un tout petit mot sur la notion de température. Dans votre pièce, par exemple, s'il fait 20 degrés, ça veut dire que les molécules d'air qui sont en train de circuler ont une certaine vitesse. Elles se cognent entre elles, elles cognent sur les murs, elles ont une agitation. On appelle ça une agitation thermique. La température représente un peu la vitesse de rapidité de ces objets microscopiques qui se baladent dans votre pièce. Si vous augmentez la température de votre pièce, ils vont plus vite. Et bien sûr, le contraire, plus la température est faible, plus ils bougent lentement. Alors, pourquoi parler d'un zéro absolu ? Mais zéro absolu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, 0 degré centigrade, on peut aller à moins 10, moins 20, moins 30, on peut dépasser le zéro. Or, on vous dit le zéro absolu, ça veut dire que l'on ne peut pas déplacer ce zéro absolu. Alors, vous pourriez peut-être me dire, oui, mais bon, on sait peut-être pas le faire encore, mais on saura peut-être le faire un jour. Et non, le zéro absolu voudrait dire l'immobilité totale. Peut-on être plus immobile qu'immobile? Non. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais descendre en dessous de ce zéro absolu. Maintenant, la notion d'Ohm, la loi d'Ohm, c'est tout simplement, vous connaissez tous, dans un fil électrique, dans n'importe quel appareil où l'électricité passe, on y met une tension. Alors on met une tension, on met une pile de 4 volts 5, on met une prise de 220 volts. Bref, ça veut dire qu'il y a deux pôles, un côté et l'autre, et entre les deux, on met un appareil électrique ou un fil électrique. Alors que se passe-t-il? Simplement que ce fil électrique, dans ce fil électrique, un flot d'électrons circule facilement, mais pas sans obstacle. Ils verront toujours quelques petits obstacles sur leur chemin. Alors il y a une petite résistance, on va dire. Plus cette résistance est grande, plus le déplacement des électrons sera difficile. Donc la loi d'Ohm veut dire, plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant qui circule là-dedans est faible. Donc l'idéal, c'est de faire une résistance quasiment la plus petite possible. Avec un fil de cuivre, la résistance est terriblement faible, mais pas nulle. Voilà ce que c'est que la résistance au passage d'un courant. C'est ça la loi d'Ohm. Voilà Maxence. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est cette loi d'Ohm, Kamerlin veut donc savoir ce qu'il se passe quand on emmène le métal à basse température. Est-ce que les électrons vont continuer à taper dans tout ce qu'il y a autour d'eux? Est-ce que le courant va mieux passer ou est-ce qu'il va moins bien passer? Alors, il y en a beaucoup qui pensaient à l'époque que à cette température, tout allait geler, même les électrons dans le métal vont geler près du zéro absolu. Donc, plus rien ne va bouger et le matériau va devenir isolant. Et donc, c'est ce que Kamerlin va essayer de savoir dans son laboratoire. Alors, il faut imaginer des pompes de partout qui vibrent, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, évidemment. On a donc un point lumineux qui se déplace le long d'une gradation pour mesurer la résistivité, sauf qu'avec les pompes qui vibrent, eh bien, le point tremble, donc il installe un de ses étudiants, Gilles Holst, dans la pièce d'à côté, qui lui crie de l'autre côté du mur les mesures. Kamerlin fait donc refroidir du mercure, tandis qu'à côté on regarde le point lumineux et on crie les résultats. Et à un moment donné, Gilles Holst se met à crier 0, 0, 0 de façon assez insistante, et ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Oui, c'est absolument impossible. Il est en train de dire que la résistance vaut 0. Ça veut dire que les électrons passent parfaitement, ils circulent mieux que ce qu'on n'avait jamais vu avant partout sur Terre et peut-être même dans l'univers. Il n'y a plus aucun frottement. Alors, ça défie l'entendement pour les physiciens, mais justement, d'un point de vue physique, pourquoi est-ce qu'à l'époque ça surprend autant? Pourquoi ça paraît impossible? Peut-être parce que derrière se cache l'idée d'un courant perpétuel. On en reparlera tout à l'heure. Un courant perpétuel, oui, mais avec un dégagement d'énergie quoi qu'il arrive. Et donc automatiquement, de mouvement perpétuel, non. Parce qu'il y aura toujours une perte d'énergie, ce qui fait que les lois de conservation de l'énergie, toutes les lois fondamentales de la thermodynamique seront quand même malgré tout respectées. Alors c'est vrai que là, d'un seul coup, ça dépassait l'entendement dans la mesure où tout ce qui était bien acquis par rapport à toutes les théories sur l'électricité, sur le magnétisme, était un peu bouleversé parce que d'un seul coup, pourquoi, à partir d'une certaine température relativement basse, les électrons passent-ils aussi simplement? Donc c'était un peu la curiosité parce que quoi qu'il arrive, un courant passant dans un matériau conducteur, ou même aussi bon conducteur qu'il soit, il est toujours ralenti parce que la matière va le freiner, va résister à son passage.
Donc c'était extrêmement troublant. Donc il a fallu un bon moment avant de comprendre, et c'est là que Maxence, tu vas nous raconter tout ça. Et si seulement le mystère s'arrêtait là, car non, bien sûr, évidemment, ce n'est pas tout, en 1933, donc 20 ans plus tard, un autre phénomène va être découvert en Allemagne. Deux physiciens, Meissner et Ochsenfeld, découvrent la seconde caractéristique de l'état supraconducteur, le fait qu'il repousse le champ magnétique. Un phénomène qui va donc porter le nom de l'effet Meissner. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que non seulement le courant passe parfaitement, mais qu'en plus, lorsqu'on confronte ce supraconducteur à un objet pourvu d'un champ magnétique, comme un aimant par exemple, le matériau supraconducteur va repousser l'aimant ou l'objet pourvu d'un champ magnétique jusqu'à le faire léviter. Donc là, vous avez deux effets incroyables, un courant électrique parfait et en même temps des champs magnétiques repoussés. Alors, la notion de champ magnétique, essayez d'imaginer dans un aimant, eh bien, à l'intérieur de cet aimant, il y a des petites particules, il y a des atomes avec des électrons qui circulent. Eh bien, figurez-vous que tous circulent tous de telle manière que le champ magnétique créé par ces petites boucles sont toutes dirigées vers le même sens. Ce qui fait que vous avez un pôle nord et un pôle sud. Voilà, un aimant, c'est fait comme ça. Maintenant, si vous faites circuler dans un fil électrique des électrons, eh bien, autour, il va y avoir un champ magnétique. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que lorsque la matière devient très très froide, tout ça a l'air de se conforter comme si ils avaient tous la même envie d'être pareils, tous les uns les autres. Là, il se passe un phénomène curieux. Le champ magnétique créé par l'aimant va créer une espèce de, sur la surface du supraconducteur, une sorte de pont qui va empêcher le champ magnétique de pénétrer dans ce matériau. Le matériau le repousse d'une façon ou d'une autre. La surface du supraconducteur devient parfaitement imperméable à tout champ magnétique qui essaie de lui rentrer dedans. Et voilà, il va y avoir des conséquences assez stupéfiantes dont va nous parler Maxence, bien entendu. Donc on a ces deux effets très surprenants et personne ne comprend ce qui se passe à l'époque. Même Einstein va se casser les dents sur le sujet, c'est dire, et le temps va s'écouler et il faudra attendre les années 50, l'après-guerre, exactement en 1957, pour que trois physiciens, John Bardeen, Leon Cooper et John Schrieffer, proposent une théorie générale de la supraconductivité, connue sous le nom de théorie BCS, qui reprend leurs initiales respectives. Alors en réalité, on a un petit peu progressé depuis. En 1925, grâce à Einstein justement, on sait que la matière est capable de se comporter comme une onde quantique. Alors, vous le savez peut-être, on en a déjà parlé, toutes les particules se comportent également comme des ondes. Donc dans un matériau, on a plein de petites ondes qui correspondent à chaque particule, et tout ça s'entremêle à la manière de vaguelettes dans la mer. Mais dans certains matériaux, à très basse température, à mesure que la température diminue, les ondes, les vaguelettes, si on peut dire, de chaque particule, sont de plus en plus grandes. Et lorsque la température descend à un niveau critique, un seuil, eh bien, les ondes, les vaguelettes sont tellement grandes qu'elles vont se mettre en phase pour ne former qu'une seule et même vague, une onde quantique, une vague quantique qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein et qui se comporte comme une sorte d'atome géant. Sauf que ça arrive dans des matériaux très particuliers et ce n'est normalement pas possible dans un matériau supraconducteur avec des électrons. Alors, comment expliquer ce phénomène? Pourquoi est-ce que c'est pas possible avec des électrons et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça marche quand même? Alors, pour ça, une petite explication sur une notion quantique. En réalité, une particule comme étant une petite boule, ça n'existe pas. C'est pas tout à fait ça une particule élémentaire. Une particule élémentaire se comporte comme une petite boule lorsque je l'observe. Si je ne l'observe pas, elle se comporte comme une onde, c'est-à-dire elle peut être partout dans une région petite, mais dans une région, elle n'est pas localisée particulièrement. Il n'y a que quand on l'observe, quand on la mesure, que la particule se trouve quelque part. Sinon, elle est un peu partout. Il existe des dizaines de particules élémentaires, les électrons, les protons, les neutrons, les gluons, les quarks, bref, tout ce que vous voulez. Et il existe deux familles de particules, ce qu'on appelle les fermions et les bosons. Les fermions, ce sont des particules qui ont un instinct individualiste. Elles ne font qu'à leur tête. Elles ne veulent se coller à personne. Elles n'ont pas du tout envie de ressembler à toutes les autres. Elles ont un instinct, mais vraiment individualiste parfait. Les électrons sont des particules qu'on appelle des fermions et on les caractérise, on leur donne un nombre, tout bête. On leur dit qu'ils ont une caractéristique demi-entière, c'est-à-dire un demi. Alors que l'électron, il a cette caractéristique un demi.
Maintenant, les bosons, ce sont d'autres sortes de particules, et ces particules-là, elles adorent être ensemble, elles ont un instinct grégaire, elles ne font qu'adorer être ensemble en permanence, de se comporter toutes de la même manière. Et elles ont leur caractéristique, on appelle ça le spin, mais ne restons pas là-dessus, leur caractéristique est un nombre entier. Voilà, 1. Alors que le fermion est un nombre demi-entier. Et bien voilà, donc les électrons sont des fermions dans le fil électrique. Dans le conducteur, voilà, ils se comportent comme des fermions, voilà, chacun sa vie, chacun on se connaît pas, on ne fait rien ensemble. Et soudainement, lorsque la température est terriblement basse, pour certains matériaux, d'un seul coup, tous les électrons se collent en paire. Et une fois qu'elles sont en paire, chaque électron apportant sa caractéristique de 1,5, 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc d'un seul coup, une paire d'électrons devient un boson. Tous les électrons se mettent par paire, on appelle ça les paires de Cooper, et tous ces électrons ont toute envie d'être ensemble et de faire tout pareil, et se comportant comme des bosons. Et là, d'un seul coup, une énorme onde macroscopique se trimballe à l'intérieur du conducteur, et là, le courant passe sans plus aucune résistance, et on atteint l'état de supraconductivité. Et donc, comme Willy l'a très bien expliqué, c'est la manifestation de ces phénomènes, de ces vagues qui se mettent en phase pour former une seule et même onde à l'échelle quantique qui va permettre l'émergence à l'échelle macroscopique, donc à l'œil nu, de nouvelles propriétés au sein du matériau. En fait, le matériau va conduire parfaitement le courant parce que plus rien ne le gêne, tous les électrons se tiennent littéralement les uns les autres. Mais alors Willy, là on a expliqué une propriété, mais qu'en est-il de la seconde propriété, celle de pouvoir repousser les champs magnétiques? D'où est-ce que ça vient? Alors, on en a parlé tout à l'heure un tout petit peu. D'un seul coup, lorsque la matière est très refroidie, c'est-à-dire qu'elle passe dans son état de supraconductivité, voilà, bon, elle est tranquille, elle est peinarde, tout va bien. Et si par hasard j'approche un aimant de cette matière, eh bien, d'un seul coup, cette espèce d'onde, les paires de Cooper, vont se mettre à tourbillonner à la surface du supraconducteur et à fabriquer un champ magnétique qui empêchera toutes les lignes de champ magnétique de pénétrer à l'intérieur de ce matériau. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec une notion de lévitation. Voilà. Je suppose que vous pouvez toujours regarder sur Internet des petits films d'expérience où on a refroidi des matériaux supraconducteurs dans de l'hélium liquide ou dans de l'azote liquide, surtout, plus facilement accessible. Eh bien, on voit que finalement, le petit aimant se place au-dessus du supraconducteur sans pouvoir le toucher. L'explication du phénomène, quand vous savez ce qui se passe à l'intérieur du matériau, est encore plus spectaculaire. Ce n'est pas seulement que le courant passe très bien et que ça repousse les aimants. En réalité, il se produit donc un couplage des électrons, ces fameuses paires de Cooper, qui permet aux électrons de se mettre en phase sur un même niveau d'énergie et de former cette onde quantique. Cette onde quantique, qui, lorsqu'elle est soumise à un champ magnétique, comme un aimant par exemple, va se mettre à tourbillonner, et en tourbillonnant, eh bien puisque on a un déplacement des électrons, va former un champ magnétique induit qui va s'opposer à l'aimant lui-même, pour éviter que le champ magnétique de l'aimant casse les paires de Cooper. Voilà tout ce qui se passe en réalité dans ce matériau, et qui explique les deux phénomènes. Donc là, on prend un peu de recul, on souffle un peu, et on réfléchit. Si vous placez un aimant à proximité d'un matériau supraconducteur, vous fabriquez une vague superconductrice perpétuelle. Et ça, Willy, ça peut avoir d'énormes conséquences. Alors, c'est marrant parce que il existe dans un laboratoire, je sais plus trop bien où, mais ça peut être fait n'importe où, dans n'importe quel laboratoire. Vous prenez un conducteur, un fil électrique, vous en faites une spire, un cercle, vous l'ouvrez, et puis vous mettez, par exemple, une batterie. Vous branchez ce fil au pôle positif, de l'autre côté au pôle négatif. Voilà, un courant va circuler. Voilà, c'est un circuit électrique parfaitement normal. Là maintenant, vous plongez tout ça dans de l'hélium liquide, vous débranchez la batterie, vous en faites une spire complètement fermée, et là, un courant électrique va circuler à l'intérieur de cette spire d'une façon permanente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune résistance. Il existe dans certains laboratoires des spires, des courants électriques qui circulent depuis déjà plusieurs dizaines d'années sans aucun amoindrissement de l'intensité. C'est complètement dingue. Alors évidemment, là, vous allez dire, oui, voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est un mouvement perpétuel, ça. Oui, c'est un courant perpétuel. Par contre, non, mouvement perpétuel,
Non, dans la mesure où il faut quand même le mettre dans un liquide extrêmement froid. Donc, on dépense quand même beaucoup d'énergie pour arriver à cette température critique. Donc, de toute façon, on perd de l'énergie d'une manière ou d'une autre dans le bilan total. Bon, ça n'a pas un intérêt majeur, mais si, ça a un intérêt majeur. Alors là, vous devez vous dire, c'est bien gentil, mais quel est l'intérêt d'avoir des bobines de courant superconductrices ou quel est l'intérêt de faire léviter des petits aimants? Bon, c'est bien gentil, mais on y arrive. Parce que le principal atout, c'est que ça débloque un vrai verrou technologique, quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Il y a un avant et un après la découverte de ces matériaux supraconducteurs. Parce que s'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'effet Joule. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Joule? Eh bien, Willy, c'est à toi de jouer. C'est tout simplement ça, c'est le fer à repasser. Voilà, on fait passer un courant dans une résistance et la résistance chauffe et puis voilà. Donc plus le courant est important, plus la résistance est élevée, plus la température va monter. Et là, c'est évidemment, on va pas s'amuser à faire passer des courants d'intensité importants. Bon, on n'a qu'à dire, on n'a qu'à faire passer un maximum. Eh ben non, on peut pas faire passer un maximum parce que la température devient tellement grande que le matériau va fondre. Et là, dans ces cas-là, c'est fini. Votre fer à repasser, votre chauffe-eau, tout ça va fondre. Donc, on ne peut pas dépasser une certaine intensité. Et le fait de pouvoir avoir des intensités gigantesques, ça serait génial. Parce que plus l'intensité est grande, plus on peut fabriquer des aimants très gros et très forts. Voilà, en gros, la notion d'effet Joule. Donc avant la maîtrise des matériaux supraconducteurs, on ne sait pas faire un champ magnétique ou un courant électrique au-delà d'une certaine puissance. Sinon, votre métal fond tout simplement. Alors ça, c'est donc très utile, et ça permet à de nouvelles inventions qui étaient infaisables jusqu'alors de voir le jour, grâce notamment aux alliages comme le sélénium par exemple, où on va pouvoir fabriquer des bobines immenses de ce matériau supraconducteur, et donc vous avez un courant qui tourne dans la bobine perpétuellement, sans résistance, et donc sans effet Joule, et donc sans chauffement. Et le mieux, c'est que comme l'a dit Willy, le courant va tourner dans la bobine éternellement. Et donc il n'y a même pas besoin d'alimenter la bobine en courant, il suffit juste de maintenir le matériau à température extrêmement froide. Et ça, eh bien c'est utile. Souvenez-vous, dans notre premier épisode sur les IRM, nous vous avions expliqué comment ce sont la détection des écarts de temps de relaxation des spins dans nos atomes d'hydrogène qui permet de constituer une image à l'intérieur de notre corps. Sauf que ce que nous ne vous avions pas dit, c'est que le champ magnétique nécessaire pour orienter les spins dans le même sens dans votre corps doit être si puissant qu'il était inenvisageable avant la découverte de la maîtrise des matériaux supraconducteurs, puisqu'il nécessite un champ magnétique énorme et donc ça aurait fait fondre la bobine. L'énorme tube dans lequel vous êtes inséré, si jamais vous l'avez déjà vécu, c'est en fait une énorme bobine supraconductrice refroidie à moins de 170 degrés. Sans matériaux supraconducteurs, il nous serait encore aujourd'hui impossible de savoir ce qui ne va pas dans votre corps sans avoir besoin de vous ouvrir de partout. Juste un petit mot pour une notion de chiffre, pour vous donner une idée, le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 10 puissance moins 5 Tesla, ça veut dire un 100 millième de Tesla. Le Tesla étant l'unité de champ magnétique. Alors que dans certains bobines supraconductrices pour les IRM, on peut arriver à 10 Tesla, c'est-à-dire 1 million de fois supérieur. Ça, on n'aurait jamais pu sans la supraconductivité. Alors, il faut se rendre compte que ce domaine de recherche est assez récent, on l'a vu. La découverte de ces matériaux remonte à peine plus d'un siècle et leur compréhension remonte à 70 ans. Là où parfois on vous parle de phénomènes dans d'autres podcasts qui ont été découverts et théorisés en 1700 et qui ont trouvé des applications seulement 3 siècles plus tard. Ici on a quelque chose de relativement récent, de moins d'un siècle, et dont les applications les plus incroyables sont donc sans doute encore à venir. Mais malgré tout, depuis, ça a été un champ de recherche extrêmement fertile. Le but, évidemment, vous l'aurez compris, est de trouver le Graal, un matériau dont la température de supraconductivité est à température ambiante. Donc beaucoup moins compliqué à maintenir dans cet état et beaucoup moins cher à produire. Et donc c'est là que se portent les recherches pour débloquer de nouveaux champs d'application. Récemment, par exemple, on a réussi à rendre un matériau supraconducteur à seulement moins 20 degrés. C'est incroyable. Alors pour l'instant, ça ne marche, mais qu'à 188 gigapascales. C'est en gros 2 millions de fois la pression de l'atmosphère, donc ça ne sert à rien, pour l'instant en tout cas. Finalement, oui, il faut être très très froid, bien sûr. Si une technologie se crée, pour l'instant, pour qu'elle soit viable à court terme, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que l'azote liquide.
Mais il est vrai que si jamais on arrivait à un matériau supraconducteur à température ambiante, ça serait carrément, alors là, énergie infinie pour tout le monde. La vie serait belle. Mais bon, pour l'instant, on n'y arrive pas. On fait autrement. Vous l'aurez compris, nous ne sommes qu'au début de cette histoire incroyable, et pourtant ils sont déjà utilisés dans bon nombre d'endroits, comme les IRM donc, mais au sein également des accélérateurs de particules, en permettant de produire d'énormes champs magnétiques pour accélérer la matière à des vitesses proches de celles de la lumière et permettre de les collisionner ensemble. Mais plus proche de nous, peut-être, elle permet et permettra encore davantage demain de faciliter les transports de demain avec par exemple les maglev, les trains à lévitation magnétique. Certains existent déjà en Chine, en Corée du Sud ou en Allemagne par exemple, mais pourront se généraliser à l'avenir. En quelques mots, Willy, comment ça marche ces trains à lévitation magnétique ? Donc c'est très simple, on fait un rail. Dans ce rail, on met de l'azote liquide, voilà, on essaye de l'isoler le plus possible pour pas trop de pertes. Et en dessous du train, il y aurait des plaques d'aimants. Étant donné qu'on arriverait à la supraconductivité, le champ magnétique des aimants du train pénétrerait pas dans le matériau supraconducteur. Eh bien voilà, ça serait le train léviterait et puis il y aurait aucune résistance et puis ce serait très facile à transporter. Une révolution sur les transports donc, mais également de belles promesses dans les secteurs de l'énergie et à tous les niveaux. De la production, en améliorant la performance des éoliennes par exemple, des essais ont déjà été réalisés en ce moment par une start-up pour remplacer la bobine actuelle qui entoure les pales de l'éolienne par une bobine supraconductrice qui va donc permettre de booster sa productivité parce qu'il y aura moins de pertes justement en chaleur. Mais aussi dans le transport de l'énergie grâce à potentiellement des lignes électriques supraconductrices sans perte de chaleur, mais surtout au stockage également de l'énergie en gardant le surplus dans des bobines comme Willy a parlé, conservant le courant pour l'éternité jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et oui, parce que peu de gens le savent, mais aujourd'hui, on ne sait pas conserver le courant. Voilà, ouais, c'est vrai que on stocke de l'énergie sous forme chimique, par exemple les batteries. Maintenant, comment le stocker autrement ? Ben non, on sait pas faire. On sait pas faire, et c'est vrai que c'est une voie, c'est une ouverture technologique qui peut être intéressante, cette notion de courant perpétuel dans des boucles et de l'utiliser à besoin. Voilà. Les supraconducteurs rendent également potentiellement possible l'une des plus grandes quêtes du XXIe siècle, la fusion nucléaire. Les énormes champs magnétiques produits par ces supraconducteurs, là aussi, sont très utiles dans le mécanisme de fonctionnement d'un moteur à fusion. Oui. En fait, pour faire de la fusion nucléaire, c'est-à-dire avoir une énergie gratuite, sans saloperie derrière, sans déchets ni quoi que ce soit, c'est très simple. Il suffit de prendre du deutérium et du tritium. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux trucs ? C'est un isotope de l'hydrogène que l'on trouve dans l'océan en quantité gigantesque. On l'extrait, ce truc-là, on le ionise pour qu'il soit un peu électrifié, on en fait une toute petite quantité, sauf que on essaye de la faire léviter pour qu'elle touche aucune paroi, donc pour ça, on a besoin d'électroaimants, donc de supraconducteurs. On lui envoie des canons de laser dessus pour que la température monte jusqu'à des centaines de millions de degrés. Et là, d'un seul coup, bam! Eh bien, d'un seul coup, il y a une production d'énergie colossale qui apparaît et qui peut être utilisée. Mais vous comprenez bien que pour garder dans un laboratoire des petites quantités de matière à des centaines de millions de degrés, ça va pas être évident de stocker ça quelque part. Donc pour ça, on pense pouvoir le faire léviter grâce à des supraconducteurs qu'on n'aurait jamais pu faire avant l'arrivée des supraconducteurs. Et puis enfin, toujours dans des belles promesses d'avenir, les supraconducteurs sont nécessaires pour maintenir les intrications quantiques, c'est-à-dire les liens à distance entre les particules dans les futurs ordinateurs quantiques. Si vous avez peut-être vu des images de l'ordinateur de Google par exemple, eh bien, sur certaines photos on peut voir de la vapeur qui s'émane, eh bien, c'est l'azote liquide utilisé pour maintenir l'ordinateur à très basse température. La conclusion, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'abord que personne n'est allé voir Camerlin en lui disant « crée-moi un IRM ». Il aurait été sans doute incapable de le faire. On parle de quelqu'un qui s'amusait dans son laboratoire à plonger des matériaux dans du froid. Et puis des dizaines, des centaines d'années plus tard, peut-être, trouverons-nous un intérêt à cette découverte. Donc la recherche, ce n'est pas que il faut dire aux gens « trouvez ça », c'est aussi laisser les gens choisir ce qui leur fait envie d'étudier, par curiosité parfois simplement, et faire confiance justement à leur curiosité. Ça vous rappelle quelque chose ? Je suppose que vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vous vouliez faire des tas d'expériences, n'importe quoi, avec n'importe quoi. Eh ben c'est ça. Ils ont gardé leur âme d'enfant pour essayer des trucs qui ressemblent à rien, qui n'imaginaient même pas que ça pouvait servir à quelque chose. Et ben voilà. Eh bien, très souvent dans la recherche scientifique, des gens comme ça, qui restent enfants, réussissent à trouver des choses qui peuvent bouleverser la vie de l'humanité. Voilà Maxence.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère avec Willy évidemment que vous avez tout compris et que vous êtes maintenant un pro de la supraconductivité et que vous comprenez les enjeux de la recherche dans ce domaine pour de belles promesses d'avenir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de À quoi ça sert, où nous parlerons justement des accélérateurs de particules.